Bon, en premier lieu, merci tout le monde d'être venu à mon Lunch and Learn. Première chose, je vais remercier Nathan qui paye notre pizza. Bah oui, c'est toi qui c'est comme ça que ça sent, oui. Donc, en fait, avant même de commencer la présentation, j'aimerais remercier les équipes qui travaillent avec moi à la Ville de Montréal, notamment des projets Agir, Géotrafic, les projets de solutions numériques, Portail, Mon Compte, Fondation, etc. Votre travail nous a permis de gagner, d'avoir de super bonnes notes dans l'évaluation des clients. Donc, on a des notes de 9,4, 9,6, 9,9,5, donc des excellents résultats. La ville est très contente de travailler avec nous, ça se démontre directement avec ces chiffres. Donc, un grand merci à tous. Je ne sais pas si tu as quelques mots à dire. Oui, en fait, c'est principalement ça. Effectivement, il y a beaucoup de monde sur la ligne. Donc, merci à tout le monde pour l'ensemble des belles livraisons qu'on a effectuées au cours de Allô? Non, il y a énormément de projets qui sont en cours. Pour ceux qui s'intéressent, le compte à Montréal, présentement, c'est en compte. Non, c'est bon. Allô? Sur le bord de l'hiver, j'ai le compte, c'est des dizaines et des dizaines de mandats qui roulent en Allô, Pierre? Oui. On ne vous entend pas très bien. C'est comme si vous êtes un peu loin de votre micro, là. On est à Shawinigan. Ah. Bon, le Maroc nous entend, mais pas Shawinigan. C'est peut-être mon accent, c'est pas Shawinigan. Finalement, j'ai pas tenu le micro, Pierre. On a bien un problème dans ça, des personnes qui comprennent depuis 30 secondes, environ. Anyway, blague à part, c'est ça. Pierre l'a très bien dit. Merci infiniment pour l'ensemble de qualité de la livraison. On a commencé à essayer de reconduire certains appels d'offres. On a gagné récemment le contrat de la GED pour deux années, voire même 3 années, si les autres années supplémentaires. Parce que c'est déjà un dossier sécurisé. On a déjà 3 autres appels d'offres en cours présentement, puis il y en a d'autres qui vont venir au courant de l'année. Et évidemment, la qualité que vous livrez sur une base régulière nous donne une chance de reconduire ces contrats-là, évidemment. Après ça devient un peu s'assurer qu'on est conforme à ce qui est demandé, d'avoir un prix compétitif. Et quand la qualité est au rendez-vous, ça facilite toujours. Parce qu'à la fin de la journée, c'est des gens qui nous évaluent, puis des gens qui vont se souvenir de vous autres. On demande nos choses de gagner. Espérons-le, du moins. Donc, ce qui étant dit, malheureusement, je ne reçois pas tout le monde de la présentation. C'est une méthodologie que j'avais développée. J'ai fini par comprendre. Moi, c'est assez répondant pour moi, que je reste un peu toute la présentation. Blague à part, j'avais conclu ce midi, mais j'en ai quand même été en lien de cette méthodologie qu'elle avait présentée comme direction de PL. C'était super apprécié. J'espère que vous l'appréciez à votre tour aujourd'hui. La part de la réussite que vous utilisez aussi à certains problèmes. Merci là-dessus. C'est bon? Merci beaucoup. Merci. Je vais quand même te lire avec ma main. Bon. En cours de connexion à la conférence. La présentation, quand même, ça porte un peu de la confusion. En cours de connexion à la conférence. Donc, en fait, c'est une présentation sur l'approche ATDD, qui est Acceptance Test Driven Development. C'est une approche qui me passionne. Ça fait des années que je la pousse dans mes projets, petits et grands. Ceux qui me connaissent depuis longtemps, ils connaissent combien de fois je l'ai pitché, je la pousse avec nos clients. Je les connais depuis, même avant d'arriver à CGI il y a 2 ans. C'est une approche qui a fait ses épreuves, qui nous a permis de faire des grands succès qu'on éprouve maintenant. Donc, j'ai pensé aussi de comment présenter cette approche à vous. Et étant un amateur de Game of Thrones, je me suis inspiré un peu des livres, de façon de regarder un projet du point de vue des différents acteurs, des différents héros. Donc, j'ai dit, OK, je vais le présenter un peu comme un roman. Mais comme tout roman, j'aimerais que vous gardez vos questions. Vous avez des questions, c'est sûr, vous pouvez m'interrompre. Mais essayez d'anticiper ce qui va arriver, parce que les réponses, souvent, vont être dans le slide qui suit. Donc, avec ceci... Hein? Parfait. Donc, notre agenda. Pour commencer, j'aimerais quand même introduire pourquoi est-ce que je suis la personne
qui peut vous pitcher pour qui je suis. Pourquoi est-ce que je suis l'autorité dans cette approche? Au début, j'étais un nerd. Très clair, j'aime le développement, j'aime la programmation. Ça fait depuis que j'ai 13 ans, 12 ans que je programme. C'est quelque chose qui me passionne. C'est mon hobby autant que mon travail. En devenant un ingénieur, c'est là où le souci de qualité est rentré dans ma vie. Il fallait que comme tout ingénieur civil, mécanique, etc., le travail qu'on fait, ça impacte les gens. Donc là, depuis que je suis devenu un ingénieur, c'est là que je vise toujours la qualité. Donc, comment est-ce que je peux développer, mais en gardant la qualité en esprit? Comme développeur, chef d'équipe par la suite, architecte, et là, à CGI, je suis mandataire, coordinateur, gestionnaire de livraison. Ça m'a permis encore d'enforcer cette façon de travailler, ce souci de qualité dans les projets où on livre pour nos clients. Donc, un autre sondage, j'aimerais quand même prendre 2 secondes pour le faire. Qui va me permettre de savoir combien d'entre vous connaissent TDD. On ne va pas perdre beaucoup de temps là-dessus, mais je vais vous demander que ça s'ouvre. Ouais. C'est comme ça qu'il fallait dans la situation, parce que moi, on va se donner 15 secondes. Je mets en premier, c'est 2 questions. Le premier, c'est votre rôle dans l'entreprise ou dans l'équipe. Et le deuxième, c'est le TDD, par rapport si vous le connaissez. Ouais, c'est ça. Parce que... Une bonne distribution. Ouais, c'est vrai que donc, j'aimerais savoir de l'autre, c'est quoi? Deux autres. 3, 4. Et... ouais, c'est ça. Et... Ben, c'est ça, c'est un peu ça. C'est que tu fais ça. C'est pas des détails de code, de machine, tout ça. On va attendre à 50. Okay. On est en bonne distribution quand même. On voit qu'on a beaucoup de développeurs ici, mais il y a d'autres rôles aussi dans un projet. Pour moi, c'est très bien parce que l'approche n'implique pas juste les développeurs. En cours de connexion à la conférence. C'est une approche qui implique plein de monde, donc j'espère que ça va être intéressant pour vous. Par contre, qu'est-ce que le TDD pour vous? Ceux qui ont répondu test dérivé de développement, en fait c'est l'inverse. C'est le développement dérivé piloté par les tests, c'est test driven development. Donc la réponse n'est pas bonne. There is device. No. Et puis la bonne réponse en fait c'est une méthodologie de développement agile. Les 2 premières réponses sont un peu tricky, mais c'est pas un test d'assurance qualité parce que c'est une méthodologie. Donc oui, ça implique des tests, etc., mais c'est pas une assurance qualité. Donc, retour. Il y avait un gars avec c'était là, il était avant un intermandat, l'équipe a un assistant. Avec lui maintenant, le contraire. Bon, avant d'aller plus loin, ce que j'aimerais faire, c'est passer à travers un peu quelques notions de base, le contexte de livraison d'un projet. Gestion de projet. Gestion de projet, c'est 4 piliers qui sont en conflit continuel entre eux. L'échéancier, budget, qualité et portée. Souvent, si on tire par un, les autres sont affectés. Un exemple, si on a un moins de budget, la qualité va souvent souffrir.
on n'est pas capable de livrer, l'apporter ce que le client a besoin, ainsi de suite. Donc, l'idée, c'est de balancer les quatre pour avoir le meilleur dans les quatre, sans avoir un impact sur un versus les autres. Le deuxième contexte, c'est le cycle de développement agile. C'est vraiment un sprint standard. Un sprint standard qui commence par une rencontre, planification, conception, développement, test, évolution. La présentation n'est pas une présentation sur l'agilité. C'est un sujet trop large. Je ne vais pas trop rentrer là-dedans, mais ce que je vais faire, c'est juste... Joining the meeting. Le concept d'un sprint, c'est quoi? Après ça, le développement piloté par les tests, le TDD, c'est une méthodologie qui nous enseigne qu'on écrit les tests en premier, les tests échouent, on écrit assez de code pour faire passer les tests, et après on fait du refactoring pour Leaving the meeting. modélariser le code. Pour ceux qui sont un peu observateurs, je ne sais pas si on le remarque ici, mais il y a une contradiction entre le cycle, un sprint normal et la TDD. Je ne sais pas si on le voit. C'est que dans un sprint ou dans un agile, on parle de développement suivi par les tests. Dans le TDD, on fait les tests en premier, suivi par le développement. Et donc, si on essaie de combiner ces deux notions, ces deux méthodologies, puis essayer de trouver quelque chose qui répond aux deux, c'est là où le ATD ce conflit. Donc, ici, je liste les différentes phases d'un projet, et les mêmes notions que qu'un sprint agile, mais avec des phases versus des étapes. Donc, dans un sprint, on commence avec l'analyse, solution, les tests, développement, les codes, l'analyse, l'assurance qualité et le déploiement. Au moins, dans un sprint 0, ou le début d'un projet, on fait un peu plus d'analyse des solutions pour s'assurer que quand même on a une vision un backlog quand même qui est rempli à la fin. Joining the meeting. On va passer à travers chacune de ces étapes. Je suis un grand... Leaving the meeting. Les citations souvent nous donnent des façons de travailler, des bons indices dans notre quotidien. Pour moi, cela exemplifie dit clairement comment c'est quoi le problème avec travailler dans un projet développement et quoi qu'il faut développer. Souvent, on peut développer ce qu'on veut, mais à la fin, est-ce que ça répond à un besoin de l'affaire? Est-ce que ça ajoute de la valeur à nos clients? Donc, programme le dit bien. Donc, en programmation, la partie la plus difficile, ce n'est pas juste résoudre des problèmes, c'est quoi qu'il faut résoudre. Et une fois qu'on a décidé c'est quoi qu'il faut résoudre, c'est d'essayer de figer ces specs. Là, je pense qu'on a tous souffert des circonstances où on a des clients qui continuent de changer d'opinion, qui nous proposent des cibles qui bougent continuellement et qu'on n'arrive jamais à atteindre. Donc, j'aime bien cette citation. Working on water and developing software from specification are easy, both are projects. C'est vraiment une façon de regarder comment on peut proposer à un client de développer. Dans un sprint, on arrête de changer, on travaille et après ça, on peut regarder ce qu'on doit faire. Donc, ça tombe bien dans l'agilité. Donc, pour résumer, qu'est-ce que la phase d'analyse notre héros, l'analyse fonctionnelle, c'est là où il documente les requis, il priorise les requis, il fait des maquettes d'écran, il y a plein de choses. Je ne vais pas passer à travers tout ce qui fait dans un sprint. Pour moi, c'est ce qui est le point d'entrée pour l'équipe de développement. Okay? Ce que l'analyse fait, c'est le problème. Là, on doit résoudre le problème. On doit fournir une solution. Et c'est là où l'architecte rentre dans l'équation. L'architecte fournit la solution. Il documente les dépendances, les systèmes externes, fournit tous les diagrammes nécessaires pour expliquer c'est quoi la solution. Il documente la couche d'API pour nos projets sont principalement des projets web. Donc, on parle de tout ce service API et une couche de présentation. Donc, ce travail est fait en préparation de développement. La solution est présentée au tech lead qui prend la charge de l'implémentation de cette solution. Et
juste entre deux parenthèses, c'est pas nécessaire que ce soit deux personnes différentes. Ça peut être la même personne qui fait les deux rôles. On parle ici des rôles, pas d'une personne. Donc, un architecte peut faire le technique. Le technique peut faire aussi le design des applications. Okay? Donc, une autre citation. Et celle-là, c'est vraiment eu un impact sur ma vie quand je l'ai vue, parce que c'est la base de tout ce que je fais. C'est que les programmeurs sont souvent, ils travaillent, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font jusqu'à qu'ils livrent le code. Et c'est là où il y a la grande ambiguïté, parce qu'ils ont bien compris qu'est-ce qu'on leur demande à faire. Ils n'ont rien oublié des requis business qui sont importants pour le client, mais peut-être pas importants pour le développeur. Okay? Etc. Donc, il fallait trouver une façon de répondre à ce souci. Et pour moi, la meilleure façon, c'est de demander à un développeur, on voit qu'il y en a plein ici dans cette présentation, c'est de dire, et tu as compris les tâches que tu dois développer. Comment est-ce que tu peux me le prouver? La meilleure façon, c'est de dire, écris-moi des cas de test. C'est aussi simple que ça. En fait, à la fin de la présentation, si vous sortez en disant c'est pas magique, oui, non, c'est pas révolutionnaire, c'est pas quelque chose de spécial, c'est juste écrivez-moi les cas de test qui me prouvent que vous avez compris. Je peux passer 1 heure à parler de ça ici parce que c'est vraiment ça à la base, le ATD. Qui écrit les cas de test. Pour moi, tant qu'on va les faire, je ne vais jamais demander à un ami de les faire pour mon développeur, je vais essayer de l'écrire moi-même. Parce que, on se rend compte que est-ce que j'ai manqué des détails? Est-ce que j'ai tout compris? Est-ce que ma compréhension est bonne? Donc, les cas de test, on peut faire des cas de test automatisés pour l'API. En cours de connexion à la conférence. Donc, on fait des tests groupés par l'API. Polarité, ça veut dire positive, négative, des cas de tests qui testent le happy path. Il y en a qui testent les validations, ainsi de suite. Après ça, on fait des cas de test d'acceptation pour la couche de présentation, donc les écrans, pour ceux qui développent le UI. On peut avoir des tests de validation de formulaires. Est-ce qu'un tableau contient les éléments nécessaires, ainsi de suite. Ici, on parle vraiment de la rédaction des cas de test. On n'a pas encore touché une ligne de code. Donc, à ce stage, on confirme que le développeur a vraiment saisi ce qu'il faut développer. Une fois que les reçus sont écrits, et ça, normalement, d'expérience, ça ne prend pas beaucoup de temps. Les gens disent « Ah non, je ne veux pas passer du temps à écrire des cas de test, etc. » Ce n'est pas long à faire. Ça peut se faire pour une tâche compliquée, ça peut être une demi-journée à faire et c'est fini. C'est pas long. L'avantage de l'avoir fait, c'est qu'on peut valider ces cas de test auprès du technique. Lui, il connaît toutes les tâches à grande échelle. Donc, il peut voir s'il y a des problèmes avec les reçus écrits. Les reçus, après ça, peuvent servir aussi d'un autre besoin, c'est de faire confirmer vers le client que ce qu'on va livrer est exactement répondant aux critères d'acceptation. Donc, c'est là où on fait le lien entre les reçus et les critères d'acceptation des reçus avec les cas de test fournis. Le client signe qu'il accepte ces tests et ça devient notre critère d'acceptation. Après ça, le technique, en collaboration avec l'analyste, avec le développeur, ce qu'on fait, c'est moi j'aime cet exercice que ce soit fait d'une manière collaborative, c'est on peut prendre des tests automatisés, on peut les diviser en trois catégories. Les tests unitaires de bas niveau, des tests d'intégration, des tests de bout à bout, ou tout simplement ne pas les implémenter. Moi, je crois beaucoup dans la 80-20, la règle 80 qui dit si on répond à 80%, on est bien. Donc, on n'est pas obligé de faire 100% de nos tests. On peut faire 8 sur 10, par exemple. Et ça devait être assez pour avoir un certain niveau de qualité. Si c'est une mission critique, donc à ce moment-là, c'est clair qu'on doit faire peut-être plus. Okay? Une fois qu'on a les tests, tout le travail est déjà de préparation est prêt. On prend ça, c'est une suggestion, ce n'est pas nécessairement une obligation, mais moi, j'aime bien utiliser un gestionnaire de cas de test. On peut traquer et suivre Quitte la conférence. Okay. Donc, ça, c'est pour les tests automatisés. Pour les tests manuels, c'est l'analyste d'assurance qualité qui les rédige. Le processus est le même. On les fait approuver par le client pour s'assurer que tout le monde est aligné sur ce que l'équipe doit livrer. Et après ça, on prépare les plans de test. Leaving the meeting. Finalement, les développeurs commencent à coder. Mais par contre, ce que je leur demande de coder, c'est
les tests en premier. Et c'est là la partie TDD qui rentre. Il dit, écris-moi les tests en premier. Et pour les tests d'intégration, on n'a besoin d'aucune ligne de code de production qui est écrite. On peut écrire des tests d'intégration au complet sans avoir écrit rien parce que, évidemment, les endpoints qui n'existent pas, les API qui n'existent pas vont tout simplement échouer. Donc, le test va échouer à la première ligne, mais on peut quand même écrire le reste. Après ça, on commence à implémenter le code de squelette, on fait des tests unitaires, on fait des codes d'affaires, l'intelligence d'affaires, les règles d'affaires, les validations, ainsi de suite. Une fois qu'on a tout fini de travail, on fait le lien entre les tests, le code et les tests. Ce lien va nous permettre de faire le suivi de ces tests. Si jamais, je ne sais pas si vous avez eu cette expérience, mais dans un coin où on doit aller vite, ça arrive souvent que des cas de test qui ont été implémentés dans le passé sont en contradiction avec les nouvelles équipes. Donc, l'instinct où on est en rush, c'est de dire, OK, là, je les commande, je les efface tout simplement. Oui, exactement. Il ne faut pas le faire, mais par contre, on était tous sous cette pression, on doit le faire. Et les tests qui échouent, ça nous bloque parce que le pipeline de livraison ne permet pas d'avancer avec les tests qui échouent. Donc, on les enlève tout simplement. Avec un gestionnaire de cas de test, c'est là où on peut voir, attends, il y a quelqu'un qui a enlevé un cas de test. OK. Est-ce que c'était un choix conscient? Est-ce que c'était par erreur? On peut faire le suivi de ça. Le développeur finit son travail. Il fait un pull request pour ceux qui travaillent dans Git ou l'équivalent dans d'autres systèmes de sources de contrôle. Le code revient au niveau de tech lead. Le tech lead, à ce moment-là, il fait la revue de code, il fait la revue de test, il valide que tout est bien. S'il y a des soucis par rapport au code, Joining the meeting. il les retourne au développeur qui révise le code. C'est parti, ça va vite. On révise les codes, on révise les tests, on resoumet le pull request. Finalement, tout est accepté. Le tech lead accepte le pull request. Il met à jour l'environnement d'acceptation. À ce moment-là, c'est l'analyste d'assurance qualité qui rentre et qui commence à faire ses tests manuels pour valider que, effectivement, tout ce qui a été livré est bien. Ça inclut aussi les tests manuels pour le UI, pour valider que le UI est bien implémenté, etc. Le code est accepté parce qu'il n'y a pas de problème, ou on retourne en arrière s'il y a des révisions à faire. Finalement, on fait la démonstration au client. Le client l'accepte parce qu'on a déjà déterminé qu'en faisant les tests, on livre exactement ce que les clients s'attendent. Le sprint est accepté, on met à jour l'environnement de production. Donc, ça fait le tour du cycle, donc du moment où l'analyste fait ses requis jusqu'à l'implémentation, les acceptations de ces récits par le client. Donc, à ce moment, on fait un petit épilogue pour repasser à travers un peu certains détails. Donc, le ATD d'une manière visuelle, on voit vraiment la combinaison d'un sprint avec le TDD, l'approche TDD. Et la différence entre un sprint normal, c'est qu'on fait des tests d'intégration qui échouent en premier. Après ça, une fois qu'on a tout le code, c'est là où les tests passent. Oui. Celui-là, je l'aime bien. C'est que ça va un peu avec l'idée de faire l'automatisation des mauvais processus. Ça fait que des processus qui sont mauvais, qui sont plus rapides qui sont plus rapides, tout simplement. Donc, c'est beaucoup plus important de s'assurer que la façon de tester est bien et adéquate aux besoins du projet. Qu'est-ce que ça veut dire? Choisissez les bons tests. Si on parle d'un reçu où on doit optimiser leur performance, choisissez des tests de performance. Si on parle de tests visuels, de reçus où on doit faire du travail du UI, choisissez des tests UI, ainsi de suite. Et après ça, l'automatisation. Joining the meeting. Personnellement, mon choix, c'est pour les tests visuels. On me demande plusieurs reprises est-ce qu'on doit faire des tests automatisés pour le UI. Vous avouez, moi, je suis contre. Souvent, à montre quoi un client qui a besoin vraiment un exemple de ça, qui a besoin d'un UI qui est super solide, mais moi, je préfère que le UI soit testé manuellement, mais que le back-end
soient testés, où les API soient testés d'une manière beaucoup plus solide. Ce que je trouve souvent, c'est l'intelligence d'affaires et les règles d'affaires représentent 80% du projet, le UI 20% comme ratio. C'est pas nécessairement la même quantité de travail, mais la quantité de logique est vraiment plus dans la place où on peut vraiment automatiser. Donc, faisons de l'automatisation où on va avoir du gain, versus où le test manuel peut être exécuté et donner un retour rapide sur la qualité. J'ai trouvé ce diagramme dans l'Internet, je l'ai bien, donc j'ai décidé de l'inclure. Ça représente un peu les différents tests qui existent. À vous de choisir les bonnes. J'ai quand même voulu faire un petit descriptif des tests, parce qu'on me le demande toujours, qu'est-ce qu'un user acceptance? Joining the meeting. Donc, je ne vais pas passer à travers ici pour ne pas trop faire juste la lecture, mais ça va de plus large jusqu'à le plus spécifique. Donc, les tests unitaires, pour moi, c'est vraiment de bas niveau. Ça teste des fonctions très précises à l'intérieur du code. Souvent, ces tests n'apportent pas de valeur d'affaires. Ils sont plus pour le code coverage, pour s'assurer que le code interne sont assez fonctionnels. Pour moi, ce que je comprends pour les tests, eux, ils assurent la conformité avec les besoins de l'interne. Quelques exemples réels. Ici, on voit des tests automatisés d'API. Donc, en lisant les tests, on n'a pas de notion que c'est un API ou c'est un service. On parle des reçus écrits dans un format positif, négatif pour les cas, les happy path et les cas de validation. Donc, c'est des exemples qui sont très simples, mais qui se répètent. Et ça, c'est tout un endpoint / application pour ceux qui développent les API. Puis, ça Leaving the meeting. Une demi-heure, 1 heure pour les écrire. Et ce travail se fait avant le développement. Et ça me permet de m'assurer que j'ai rien manqué comme détail en implémentant cette API. Les exécutions peuvent se faire d'une manière automatisée aussi dans le pipeline d'intégration et de livraison. Donc, ici, on voit que autant qu'on fait des tests, que on n'arrive jamais à atteindre 100% parce que plus on ajoute des tests, plus on développe le test, plus d'autres développeurs ou d'autres requis sont traités et des tests associés avec ces requis sont ajoutés. Donc, on est toujours en train d'essayer d'atteindre le 100%. Ce qu'on fait, ou ce que je suggère aussi, c'est que de laisser un peu de tests pour plus tard. Donc, les équipes, une fois qu'on a livré, peuvent continuer toujours à travailler, d'augmenter le pourcentage atteint, mais c'est jamais 100%. Si vous avez 100%, tant mieux, mais 80%, je pense, c'est un bon compromis. Les tests fonctionnels, ça se ressent pas mal. Si on Donc, ça suit la même structure, la même façon de penser. On les exécute de la même manière. Un exemple concret de test. Pour moi, c'est un test. Je vous présente ici 2 tests d'API. Un test d'intégration et un test unitaire. Le test d'intégration, moi, j'aime bien le JavaScript avec son format très anglais, style en anglais. Donc, on peut voir les différentes étapes dans le test d'un API. C'est un texte, un code qu'on peut donner à des gens non techniques qui peuvent comprendre quand même qu'en faisant un request post vers un stage document avec autorisation, ben, la réponse devrait être OK. La réponse devrait inclure un ID qu'on peut utiliser après pour créer une référence et après valider que le nom et les descriptions sont là, etc. Joining the meeting. En anglais très, très facilement. Un test unitaire, vraiment, il est caché plus à l'interne. C'est un service d'authentification qui valide que le mot de passe et que l'encryption du mot de passe fonctionne comme on s'attend, etc. Je porte votre attention aux identifiants C62, C63, C64. Ça, c'est les ID dans le gestionnaire de cas de test que j'ai mentionné tout à l'heure pour faire le lien entre les deux. Donc, quand on exécute ce test, une ligne dans le gestionnaire de cas de test va être insérée, puis ça va nous permettre de dire, OK, ben, ce test a été exécuté, succès, ou ça n'a pas été exécuté, et s'il a été exécuté dans le passé, ben, on peut le voir aussi qu'il a été enlevé ou skip, etc.
Dernier mot pour finir la présentation, c'est que moi, je déteste la phrase « nous l'avons toujours fait ainsi ». J'essaie toujours de trouver des meilleures façons d'améliorer la façon de travailler, d'améliorer le processus, améliorer ma façon de penser. Je trouve qu'en faisant des choses d'une nouvelle manière, ça nous apporte beaucoup de valeur, ça nous amène à grandir dans notre carrière. On est dans la vie et si on n'apprend pas chaque jour, on devient out of scope très rapidement. Donc, je vous recommande très fortement d'essayer quelque chose de nouveau dans votre prochain projet si vous ne le faites pas déjà. Et celui-là, c'est pour les amateurs de Game of Thrones. Donc, je vous garantis, aucune ligne a été effacée lors de la production de cette présentation. Je suis toujours disponible pour faire le suivi de cette présentation si vous avez des idées, si vous voulez discuter plus de détails, si vous voulez me challenger sur ce que je vous ai présenté. N'hésitez pas à me contacter. Je suis au 24e étage avec un espace vide, donc c'est facile de me repérer. Discussion. Donc, c'est là où je vous laisse la parole et j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé avec cette approche. À la fin du jour, ce n'est pas une approche miraculeuse, ce n'est pas une approche révolutionnaire, c'est vraiment une évolution des besoins et de la façon de travailler. On ne sait pas quand on lit. Quitte la conférence. Et cette approche nous permet de faire ça, puis à la fin, tout suit de ça. En regardant la qualité comme objectif, le synonyme de la qualité, c'est les tests. Moi, il faut valider que ce qu'on lit est de haut niveau, sans avoir de tests qui confirment. Donc, c'est une séquence. Qualité, test, TDD, pour moi, c'est une logique que j'implémente et que vous implémentez aussi. Plusieurs d'entre vous qui l'implémentent dans vos projets. Donc, pour les questions. Sur cette question des avantages de l'approche avec des livres, je pense qu'on a tout d'accord que c'est correct. Leaving the meeting. Je pense que les pas avant, ça, c'est de convaincre nos partenaires d'y aller vers. On doit tous parler la même langage, on doit tous pousser dans les mêmes directions. Je suis 100% d'accord avec toi. Peux-tu répéter la question, Pierre? On entendait mal. La question de Louis, c'est de comment est-ce qu'on peut tous pousser cette approche avec le client dans un sens? Comment est-ce qu'on peut convaincre le client de s'aligner avec cette approche? En fait, on le fait en montrant nos succès. Plus on applique l'approche, plus le client voit la valeur de cette approche, plus on est capable de la pousser encore. Pour moi, les succès sont très bons, mais moi, je vais aussi du point de vue budget. Et puis, ce qu'on a remarqué, c'est en appliquant cette approche, c'est vrai qu'il y a un budget nécessaire pour faire le test, mais c'est un grand mais, à la fin du développement, le cycle de développement, on voit l'avantage d'avoir investi un peu plus d'efforts au début parce qu'on a moins de retours, on a moins de bugs, on a une bonne couverture de code et ça se vend facilement à un client parce qu'eux, ils cherchent souvent, OK, là, je n'ai pas un grand budget. Donne-moi un budget, mais le budget est le même, mais c'est juste structuré différemment. C'est le travail, on le fait pareil. Si on regarde le développement normal, où on fait les développements en premier et les tests en deuxième, tout le monde est conscient qu'il faut faire des tests. Mais pourquoi les faire après si on peut les faire en avant? Ça va minimiser le retour après et la qualité, ainsi de suite. Donc, exact. Et tout le monde est aligné sur ce qu'il faut livrer, autant les développeurs que les clients. Merci. Est-ce que tu penses que c'est une méthodologie qui s'applique à tout ce projet? Non. Et je dirais, on peut l'apprendre, on peut la généraliser, on peut la rendre spécifique à nos projets. C'est sûr que si tu commences avec des tests en premier, tu
tu peux l'appliquer à n'importe quoi. Mais il y a des projets où il n'y a pas de tests. J'ai essayé, par exemple, avec les produits Oracle, d'essayer de faire des tests pour les requêtes et le développement Oracle. Je n'ai pas trouvé un moyen de le faire d'une manière efficace. Donc, peut-être des gens qui sont là-dedans, je regarde du monde qui étaient dans des présentations dans le passé d'Oracle, puis il n'y en a pas de bonnes façons pour faire des tests automatisés. Donc, on se ramasse avec du code qui est testé manuellement, etc. Au moment où on peut automatiser des tests, où on peut écrire des tests très clairement, c'est là l'approche a beaucoup de valeur. Oui, à ce moment-là, je dirais oui. Mais la condition, c'est vraiment les tests en fait. Et les tests peuvent être fonctionnels autant qu'automatisés, mais l'automatisation, c'est là qui apporte beaucoup de valeur pour le client. Ouais. Ma première question, c'est est-ce que c'est possible de nous partager? Avec grand plaisir. Ce que je vais faire, je vais vous envoyer tous les slides, mais aussi je vais enregistrer, il est enregistré, je vais la publier sur un canal de vidéo, comme ça on peut faire référence à cette présentation plus tard. Et ma deuxième question, c'est par rapport peut-être que je n'ai pas assez bien compris. L'analyse à faire, c'est l'analyse fonctionnelle. Comme j'avais dit, c'est le point d'entrée, donc c'est le point de contact avec le client. Donc c'est lui qui va documenter, qui va recueillir les besoins d'affaires du client et qui va les transformer de façon plus détaillée. Et vu que cette personne-là n'a pas assez de connaissances techniques comme un développeur ou un architecte, la façon dont il va documenter ses cas d'usage et ses cas de test est la raison pour laquelle c'est lui qui les fait, parce que lui va être capable de s'assurer que le besoin est répondu tout en étant vraiment détaché de la solution. Donc, je pense qu'il a manqué juste un petit point. Oui, je pense aussi. Parce que pour moi, qui va faire des tests, les cas de test, l'analyste, c'est les développeurs eux-mêmes. C'est là la petite différence. Oui, l'analyste ou l'analyste assurance qualité, il va documenter les cas de test fonctionnels. Et ça rentre dans son domaine naturel. Mais le côté technique, ça se passe principalement entre les développeurs, les architectes, les tech leads. Ça peut inclure aussi l'analyste pour dire est-ce que mes tests répondent à un besoin d'affaires réel. À ce moment-là, oui, il est appliqué, mais il n'a pas besoin de rentrer dans les détails. Mais c'est les développeurs qui écrivent les cas de test. C'est ça la petite nuance qui fait la différence. Quitte la conférence. Le premier, c'est qu'on confirme la compréhension des reçus du point de vue du développeur. 2, on obtient les cas de test que quelqu'un doit écrire de toute façon, qui sont écrits par la nature. Donc, 3, puisque c'est le développeur qui les a écrits en premier, et c'est lui qui va les implémenter, c'est un cycle très court en termes de montée de compétences ou de montée de connaissances dans ce domaine, parce que c'est lui qui les a écrits, il va juste suivre les instructions. Il y a moins de travail intellectuel durant le développement, puisque ce travail a été fait avant, pour préparer le travail, c'est-à-dire écrire les cas de test en premier. Le travail d'analyse, c'est là que le développeur a fait. Ce qui arrive souvent, pourquoi est-ce qu'on échoue souvent dans certains livrages, c'est qu'on demande, on a des, en fait, les gens des Scrum Masters qui sont ici, ou les analystes, on a souvent des reçus qui ne sont pas bien documentés, les critères d'acceptation ne sont pas clairs. Qu'est-ce qui arrive? On donne ça à un développeur, et le développeur doit faire maintenant le travail d'analyse. Pendant qu'il développe. Back and forth, pendant qu'il développe. Et puis là, imagine qu'après une semaine de travail, le client lui dit c'est pas exactement ça ce que je voulais. OK? Donc, comment est-ce qu'on peut minimiser ce va-et-vient? C'est en disant fais-moi les cas de test en place. Leaving the meeting. Les utiliser comme critères d'acceptation. Le ATD, le Leaving the meeting. Donc, c'est Acceptance Test Driven Development. C'est vraiment les tests qui servent. Leaving the meeting. Parfait. Vas-y. Les cas de test que le développeur va écrire sont dérivés justement des cas d'usage. Leaving the meeting. Oui et non. Oui, sont dérivés des Leaving the meeting. de fonctionnels,
mais ils sont aussi dérivés des API, Leaving the meeting. des maquettes, etc. Donc, parce que c'est vraiment côté technique. Dans cette présentation, j'ai mis vraiment juste un petit slide avec quelques lignes pour l'analyse. C'est intentionnel, parce que je sais que vous faites beaucoup plus de travail, mais c'est une présentation pour la livraison. Donc, le travail d'analyse, c'est important, mais c'est un travail dont le résultat est notre point d'entrée. À notre analyse. Oui, non, mais attends, j'aimerais que tu reviennes sur un point quand tu disais obtenir 100% des cas testés OK. versus livrer du code qui ne passe pas les tests. Oui. Donc, c'est clair que si on fait... Je n'ai pas trop saisi, mais tu me corriges si je ne réponds pas exactement ce que tu veux. Pour moi, les tests, il faut tout ce qu'on fait pour répondre à un besoin d'affaires. C'était une des citations que j'ai dit. Il faut savoir c'est quoi les problèmes qu'on résout. Coder pour coder, ça ne sert à rien. Donc, les mêmes choses pour les tests. Si j'ai des tests, et j'en ai vu dans ma carrière, qui font absolument rien, si je code des tests juste pour augmenter artificiellement le code coverage, ça ne donne pas de valeur. Il faut que mes tests suivent le besoin d'affaires. Le besoin d'affaires ou fonctionnel ou technique dans les trois aspects. Maintenant, combien de tests dois-je écrire? C'est là où la question devient une question de budget, question de est-ce que c'est un système mission critique? Est-ce que c'est un système temps réel? Est-ce que la vie des gens sont impactés, etc. Je donne un exemple. Imaginez qu'on est en train de coder un firmware pour un avion. J'aimerais que ce ne soit même pas 100%. J'aimerais qu'un code coverage soit de 200-300%. OK? Pourquoi? Parce qu'il y a des vies en question ici. Un système, un formulaire ou un formulaire interne où les gens gèrent ça pour leurs besoins, ben, je dirais un budget peut-être même 60% de couverture de code, ça peut passer parce qu'on s'en fiche, il y a une erreur, il y a un problème. C'est pas grave, on va aller bien évidemment dans la base de données, on va le corriger. Donc, l'investissement dans les tests, ça peut être en fonction de la nécessité, des besoins, etc. Puis, comme j'ai dit, le fait qu'on fait les tests, ça fait que accélérer le processus. C'est vrai que ça prend un peu plus de temps au début, mais le résultat, c'est qu'on livre, et ça je l'ai vécu, et en fait, beaucoup de monde ici dans les équipes qui travaillent avec cette méthode, ils livrent en avance. Ils sont toujours en avance, puis c'est prouvé. C'est pas théorique. Est-ce que j'ai répondu un peu à ta question? Super. J'ai une question pour toi, Pierre, c'est Abdelatif. Concernant les architectes et les analystes, comment ils pourraient participer à la structuration du projet pour qu'il soit efficace en termes de cette approche? Les analystes, pour moi, doivent être toujours présents. On peut leur donner d'autres titres au fur et à mesure d'un projet. Souvent, on parle des PO. C'est eux qui maîtrisent le domaine. Les architectes sont les maîtres du côté technique, donc il faut les impliquer au fur et à mesure de l'avancement. Il faut qu'ils soient impliqués. Et puis, au moment où on développe, ils doivent être présents. Sauf que leur implication peut s'arrêter au moment où ils ont validé que les développeurs ont la bonne compréhension, ils ont assez de tests pour couvrir tous les besoins d'affaires nécessaires ou les besoins techniques. Après ça, leur implication peut baisser parce que c'est le technique qui, lui, il a la responsabilité de livrer ce qui est... Leaving the meeting. Est-ce que ça répond un peu à ta question? Oui, merci. Ah, c'est ça. OK. Oui, exactement. Les tests doivent tous passer. Le problème, c'est que quand on a un deadline, on a une mise en production qui arrive le lundi, on est le jeudi ou le vendredi. Les tests qui échouent pour toute raison, souvent sont, OK, on peut les laisser tomber pour l'instant. Mais en utilisant un gestionnaire de cas de test, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils ne sont jamais oubliés. Donc, à la fin de sprint où on met le système en production, ben, on peut revenir dire, regardez, on a perdu 2, 3 cas de test. Ils sont des cas de test importants.
pour nous, s'il vous plaît, corriger ces tests pour qu'ils soient fonctionnels. Puis là, ça, on revient. Je l'ai dit tellement de fois dans des situations où on avait des milliers de tests, et à un moment donné, à cause des stress, etc., le nombre de tests fonctionnels baisse et baisse et baisse. Et à un moment donné, on avait tellement de tests que pour les récupérer, c'était un effort monstrueux, puis la compagnie a tout simplement abandonné. Puis ils ont refait tout le système au complet parce qu'ils n'ont plus de confiance dans ce système, parce qu'il n'y a plus rien qui confirme que ça fonctionne comme il faut. Donc, il faut éviter ce scénario en tenant toujours les tests. C'est sûr, plus on fait des tests, plus l'effort pour les maintenir est important. Mais par contre, si c'est un grand système, qu'est-ce qui arrive si on commence à faire des bug fixes gauche et droite? On est certain qu'on ne brise pas des fonctionnalités gauche et droite. Ce qui est le cas où on n'a pas des tests. Plusieurs d'ici ont vécu avec des projets où il n'y a aucun test. Quitte la conférence. Où on règle d'un côté, puis ça se brise de l'autre côté, et ainsi de suite. Et c'est un cycle qui ne finit pas. Et puis tout le monde travaille des nuits et tout ça parce qu'ils ont plus confiance dans le code. Donc, pour moi, la qualité, c'est synonyme avec les tests. Donc, 100% de passage, oui, c'est important. D'ailleurs, c'est souvent dans les pipelines de livraison, les CI/CD, on met des développements si les tests ne passent pas. Est-ce que cette approche peut s'appliquer aussi sur du support, par exemple? Je ne sais pas. Je ne suis jamais rentré dans le support, donc je peux pas vraiment. Je ne l'ai pas été. Ça serait intéressant de l'adapter, oui, et de voir comment on peut l'appliquer. C'est clair, si on reçoit un projet avec aucun test, à ce moment-là, il va falloir de l'effort pour l'installer, etc. Mais c'est du rattrapage. Mais en support, très bonne question. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi traiter l'arriéré, traiter l'historique sur une application où on est en support et que ça devienne, mis à part l'aspect purement support, ça serait de traiter l'arriéré de l'application? Une excellente question. Oui, mais sur le spot comme ça, je vais m'abstenir de dire des bêtises. Jusqu'à maintenant, je pense que ça tient le bout. Donc on se parlera après, Abdelatif. OK. Madame. Moi, Excuse-moi. pour nous mettre un peu en contexte, normalement pour le test-driven development, on devait travailler à côté des développeurs. Moi, j'ai une question spécifique sur la façon que le développeur il voit les choses, parce que nous, on est ici pour apprendre, mais il faut que le développeur il apprend aussi. Et moi, je vois comment le développeur qu'on essaie qu'il devient un peu plus multitâche de la façon de voir en complet le développement. C'est parfois difficile parce que quand on parle de code review, on parle de pair et beaucoup de choses là-dessus, c'est difficile pour les développeurs d'avoir une approche là-dessus. Donc, ma question est que nous, on a un plan pour que les développeurs apprennent aussi la façon de voir. Parce que nous, on les comprend. Moi, je pense que la plupart comprennent, mais c'est difficile d'expliquer ça aux développeurs et que les développeurs comprennent que lui, il peut faire un cas de test au début, mais comme je t'ai dit, on a des développeurs qui sont tellement purement développeurs que c'est difficile de commencer à avoir une approche avec eux. Mais si on essaie vraiment de dire, voici, on va commencer tous à apprendre à faire des cas de test au début, moi, je n'aurais pas besoin vraiment de dire à mon client, on va intégrer ça, non, on fait les choses comme ça. L'implication du client, c'est vraiment pour l'acceptation des cas de test. Vraiment, lui, il voit juste ça. La personne va probablement se connaître, mais à un moment donné, j'ai fait cette présentation à une nouvelle équipe de développement qui a commencé, puis je voulais qu'il commence sur le bon pied. Donc, j'ai fait proche de cette présentation comme vous le voyez ici. Puis, à un moment donné, quelques développeurs se sont retournés vraiment et lui disent « Ah, cette approche, je la cherchais depuis longtemps. J'aurais bien aimé la voir avant parce que c'est clair que si je fais l'effort d'analyser la situation avant, et écrire mes cas de test pour le prouver au tech lead ou à l'architecte ou au client, etc., ben,
mon travail devient plus facile après. Donc, c'est une approche quand même qui nécessite beaucoup de monde. C'est pas une personne qui fait. C'est pas juste le développeur. Le développeur, souvent, on fait ce qu'on nous demande. Moi, j'étais développeur, je sais. Le gestionnaire du projet, il me dit, fais ça, je vais suivre. Donc, il faut que ce soit à travers l'équipe. C'est pas une personne, c'est la responsabilité de l'équipe. En Agile, on travaille toujours avec des équipes, avec des rôles les rôles sont interchangeables. La même personne peut être un architecte dans un sprint, il peut être un développeur, un analyste dans un autre, etc. Donc, juste en appliquant, c'est là où on apprend. Mais effectivement, il n'y a pas un cours que tu peux suivre pour faire cette approche. C'est juste, il faut la faire. Aussi simple que ça. Plus tu la fais, plus tu es convaincu que ça vaut la peine. Pour moi, je regarde comment j'ai évolué comme développeur. Au début, je faisais justement directement le code. On me présente un problème. Ma réaction, c'est tout de suite commencer à coder. Puis après ça, j'ai oublié ça. Puis là, je le fais. Avec l'âge, avec l'expérience, je dis, OK, je vais arrêter, je vais prendre un petit soupir avant et je vais essayer de sortir une solution. Doucement, je suis devenu architecte à ce moment-là. Donc, il faut penser à la solution avant. Mais c'est l'expérience qui vient. Là, quand j'ai commencé à appliquer cette approche il y a 4 ans à peu près, je ne peux plus revenir en arrière. Pour moi, ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que ça assure quelque chose pour moi. C'est important que je m'assoie avant que je commence à coder, avant que je prends une solution, et de dire, OK, qu'est-ce que je dois livrer? À la fin, c'est ça, le besoin d'affaires, c'est ça qui dicte ce que je dois livrer. Et si je n'ai pas une maîtrise de ce besoin d'affaires, oublie ça, il n'y a pas de chance que ça va passer, que ça va avoir un succès. Donc, c'est un travail collaboratif. C'est pour ça que j'ai besoin que tout le monde ici, à distance, que vous soyez les ambassadeurs un peu de cette approche. Ce n'est pas une approche révolutionnaire, je l'ai dit à plusieurs fois. C'est une approche très raisonnable dans le besoin. Faites un test avant le code. Peu importe comment vous expliquez les tests automatisés ou manuels, écrivez-les. On avait des circonstances où on avait des discussions avec un client et il ne voulait pas investir plus de travail dans les tests, dans l'analyse. Okay? Clair, correct. On fait les analyses au moment où on commence les spins. Pour moi, c'est un problème. Ça tombe un petit peu dans le site qui peut bouger au fur et à mesure qu'on développe. Ce que j'ai dit, OK, oui, mais nous, on applique l'approche CDD ici. Donc, on doit écrire les tests. Et ça a obligé le client de s'impliquer au moment de clarifier les besoins d'analyse pour sortir des cas de test pour que les développeurs puissent les faire après. Donc, d'une manière, on doit faire cette analyse. Et si l'analyse n'est pas faite, les cas de test, c'est un exemple où on peut l'appliquer de cette manière. Okay? Donc, non, c'est la même chose que c'est pour clarifier. J'avais accroché sur une liste qui marche pas. 80%. On me pose cette question souvent, combien de code coverage est réaliste pour un projet? Moi, je vise 100%. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on va être dans le stress, ça fait que descendre de ça. Mais réellement, ça dépend, chaque client a des barèmes différentes, comme je dis, selon les circonstances, selon la sensibilité du système, etc. Mais 80% de code coverage, qui est équivalent peut-être à 80% des cas de test implémentés, ça devait être un pourcentage raisonnable. Et si on me pose la question, c'est quoi? Souvent, ma réponse est 80%, sans penser trop. Question sur l'application de la méthodologie à TGI, est-ce que vous l'intégrez à ça en workflow? Je travaille là-dessus. C'est pour ça que je fais mes lunch and learn. C'est justement pour essayer de partager d'informations, peu importe le sujet. J'en ai fait plusieurs. Celui-là, j'ai dit, OK, il est temps que je la fasse parce que ça fait 1 an qu'on utilise concrètement ici à CGI. Mais c'est clair pour moi, il y a plein d'autres projets où la méthodologie standard est en place. Ça fonctionne, c'est pas que ça ne fonctionne pas. Sauf que c'est plus facile pour moi d'assurer des résultats avec cette approche versus une approche un peu plus classique. C'est pas une approche que j'ai inventée, c'est juste je l'ai adaptée. J'ai mis un peu plus de concret dedans. Et je suis dans une position où je peux l'imposer dans mes équipes de développement, donc de livraison. Donc, ça prend un peu plus de popularité. Mais c'est sûr, pour moi, je ne m'arrêterai pas avant que ça soit utilisé partout. Donc, vas-y. OK. Quand on parle de
faire grandir la compétence, ou les compétences, une équipe, par exemple. On embauche, il arrive des nouveaux développeurs qui, des fois, ils sont des développeurs expérimentés, mais pas nécessairement dans la même techno. Donc, on parle des juniors qui sont probablement juniors dans la techno. Qu'est-ce que c'est la meilleure rôle, par exemple, pour commencer à faire des tests d'intégration à des tâches qui font les tests d'intégration à des juniors pour faire ces expertises là-dedans? C'est une excellente question et un excellent point, en fait. C'est tout à fait, tu as tout à fait raison. Pour moi, il y a pour moi, les tests, surtout les tests automatisés, si on parle vraiment des tests automatisés, ils sont écrits normalement dans un langage de programmation. Si on a de la chance de travailler dans, par exemple, Node.js, les tests sont écrits aussi en Node.js. Si c'est en Java, on peut écrire les tests aussi en Java, ainsi de suite. Pour moi, le code pour les tests, c'est un code de production live. Ça fait le même effet qu'un code d'affaires. Donc, si on est capable d'écrire des tests d'intégration ou tests unitaires, on est capable d'écrire du code. Donc oui, c'est la meilleure façon pour moi de gagner de l'expérience dans un langage, c'est de dire à quelqu'un, commence à coder des tests. On peut intégrer quand même le développement les nouveaux algorithmes dès que possible, des petits projets. On peut aussi dire, OK, si par exemple on a du rattrapage, si on est dans un projet où le cycle est continu, donc à ce moment-là, on n'a pas du rattrapage à faire, le même développeur qui va écrire ses cas de tests, qui va implémenter, il va après pouvoir écrire son code aussi. Donc c'est un cycle. Mais effectivement, si on a l'occasion de dire, OK, on fait du rattrapage, ben, on met quelqu'un. Mais l'idée vraiment de cette approche, c'est de faire les tests avec le code. C'est de ne pas avoir une dette technique, si tu veux, dans ce il voit rien de spécial à part qu'on lui demande d'approuver les cas de test entre lignes. Alors, j'ai eu beaucoup de résistance. Beaucoup, parce que, attends, on n'a pas de budget. Attends, on n'est pas familier avec cette approche. Attends, pourquoi est-ce qu'on doit faire des tests automatisés si on fait juste des tests fonctionnels? Et ainsi de suite. Et à un moment donné, c'est beaucoup de discussions pour convaincre que ça vaut la peine, c'est pour le bénéfice qu'on propose cette approche. Puis à la fin, quand ils voient le résultat, c'est là où la boucle est fermée. Ils achètent. Puis une fois qu'ils l'ont acheté, c'est fini, ça se propage. On pourrait dire quand même qu'ici, des produits, ce sont produits secondaires de ce type d'approche-là, c'est qu'on livre quand même des métriques sur le satisfaction test ou des outils de gestion de test. On livre quand même des métriques où les clients peuvent voir ce qui se passe sur eux. Oui, effectivement. Avec le gestionnaire de cas de test, ben, on voit directement combien de tests on a fait. Et ça, ils peuvent suivre ça. Et puis dire, OK, ben, ça avance bien. Mais avant d'avancer, on ajoute plus de tests. Ah, les tests sont ajoutés, mais il n'y a pas de code qui est fait. Puis au fur et à mesure que le code est poussé dans est accepté, ben, les tests, le nombre de tests implémentés va monter. Donc, les clients, le PM, l'analyse, qui ne sont pas nécessairement tous des gens techniques, ils peuvent suivre le développement et puis dire, OK, ben, ça marche. Ça avance. Et on voit où est-ce qu'on est. Go ahead. So when programming for not using this approach, usually automated tests are like an afterthought. Yep. So if you have a task that takes around 20 hours to develop, it might be 5 hours for the test. For this approach, what would the ratio be and the difference? It will be the same. It would be literally the same. So if it takes you 5 hours to write that afterwards, it will take you 5 hours to do them. Leaving the meeting. The same need, the same type of test that you're going to write. It's the same requirement. Nothing has changed. And actually, your 20 hours of development might become even shorter because now you've thought about the problems ahead of time and you have a better understanding of what needs to be done. You know all the edge cases. You won't forget a less than or equal or something during your code because you have a test that validates it, that you see as a list, that if you write your test ahead of time, that
tests will fail because and you forget about it. Whereas most of people, how they develop, and including myself, in the old days when I would develop my test, that I would develop my test and I would make sure that the test passed based on the code that exists. So in reality, what I'm doing is I'm just confirming that my code is badly written via a test that is not adequate. But if I do my test ahead of time, I'm not influenced by my code. I cannot see it that's passing. I know everything will fail. And as I'm developing, it will slowly pass, but I'm not influenced by what I've written before. So, excellent question. I love that question. C'est très, je veux dire en français, c'est vraiment très important de faire les tests en premier parce qu'à ce moment, on n'est pas influencé par le code. C'est souvent, je l'ai fait, je suis coupable, je fais des tests et soudainement je vois la différence entre ce qui est attendu versus ce qui est dominé, puis après ça je fais copy-paste de mauvais résultats et je le mets dedans. Parce que j'ai dit que mon code il est bon, alors mon test il n'est pas bon. Donc, moins de travail à la fin, les 20 heures qu'il a nommé, tu vas finir probablement plus vite parce que tu as fait tes tests en premier que tu l'as fait avant. Et c'est ça le gain. Il n'y a rien qui dit qu'à la fin, peut-être tes 20 heures vont devenir 15 heures, ce qui fait que le total, c'est 20 heures total, ce qui est vraiment le développement initial. Juste en appliquant l'ordre, la différence dans l'ordre. D'autres questions? La batterie commence à suivre. D'autres questions? Sinon, je pense qu'on est rendu à 1 heure, donc à distance. Merci pour la présentation, Pierre. C'était vraiment instructif. Merci à vous. Merci. Donc, ceux qui, je vais vous envoyer, je vais vous partager la présentation. Et je vais même envoyer la version vidéo si vous voulez vraiment la réécouter une deuxième fois. Mais par contre, ce que je vous demande, c'est vraiment essayer de partager cette approche dans vos projets avec d'autres mondes parce que c'est juste pour le bénéfice de nos projets à la fin. Ça fait que bénéficier les clients, nos façons de travail vont s'améliorer, etc. Moi, je vois que des bénéfices pour cette approche. Peut-être je suis trop passionné par ça que je fais que parler de ça, mais en même temps, ça fonctionne. Puis le résultat, c'est que les clients sont contents. Alors, et les gens travaillent moins fort parce qu'ils lisent plus rapidement, etc. Donc, moins de stress. Merci beaucoup à tous. Leaving the meeting. Leaving the meeting. Quitte la conférence. Leaving the meeting. Quitte la conférence. Quitte la conférence.